Donc, on en vient à cette question du champ constitutionnel. Et la raison pour laquelle c'est important de mentionner ça ici, c'est que on a nécessairement une préconception de c'est quoi une constitution. Hein? Dans un régime où on a des constituantes de temps en temps, exceptionnellement au moment de refondation ou de fondation, qui mettent en place une constitution ou qui la changent. Hein? Dans un État où le pouvoir constitutionnel est hors des mains du peuple, et puis donc il n'y a pas vraiment de débat constitutionnel profond dans nos sociétés, hein, où on ne remet pas en question les structures profondes de notre société, où il n'y a pas de lieu où ça peut être fait. Hein. Il va de soi que, et dans un État aussi où on donne finalement tout le pouvoir aux élus, hein, il va de soi qu'il n'est pas nécessaire ou il n'est pas à propos. Hein, on peut expliquer que les constitutions sont sont un petit peu limitées. Hein, en termes de contenu. Hein, en ce sens que la Constitution, ça reste un document, voyons, je cherche un terme en français, là. Le terme en mauvais français, ça serait pas long, hein, ça reste un document concis. Hein, ça reste un document qui est plutôt sommaire. Hein. Et ça a une certaine vertu, hein, dans ce sens que ça donne les grandes orientations, ça donne les grandes institutions, tout ça, puis ça a une certaine élégance aussi, il ne faut pas se le cacher. Hein. Sauf que dans le régime que je suis en train de vous proposer, hein, on changerait cette donne-là, ou du moins potentiellement on la changerait. Et c'est important de l'expliquer pour expliquer que la Constitution pourrait devenir d'autres choses. Hein. La Constitution pourrait un peu s'alourdir en termes ou s'élargir en termes d'amplitude, hein, et couvrir de plus en plus large. Bien sûr, au début, il va falloir que ces gens-là se penchent sur les institutions politiques. Et en ce faisant, hein, il va falloir probablement réformer ce qu'il y a présentement comme institution politique. Je parle du législatif, l'exécutif, le judiciaire. En faisant ça, peut-être qu'on va rester dans le sommaire. Hein. Mais éventuellement, on va probablement, sous le régime d'une assemblée constitutionnelle, se mettre à se pencher sur des sujets puis s'apercevoir qu'on veut, dans le cadre constitutionnel, donner plus de détails. Hein. Par exemple, l'exemple sur lequel je reviens, là, vous m'excuserez, je sais que je reviens sur les mêmes exemples, mais bon, un petit peu comme le réaborder de différentes manières au cours des présentations. Mais si on prend l'exemple de la transition écologique, hein, si on prend par exemple l'exemple de la Constitution Turp, hein, M. Turp dit on devrait mettre que le Québec vise un développement durable et un développement humain, puis que l'Assemblée nationale, dans la loi, hein, met en place ces dispositions-là. Donc, ce que M. Turp est en train de vous dire, c'est pitchons tout le pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, m'excusez, M. Turp, de le dire comme ça, mais je pense que c'est honnête de dire que oui, on va énoncer un principe, puis qu'on va dire que l'Assemblée nationale doit définir ce principe-là, mais selon qui est à l'Assemblée nationale, il va être défini différemment, puis ça garantit absolument aucunement qu'on va avoir un développement durable et humain au Québec, parce que ça peut être défini de 36 manières, puis vous remettez cette question-là à la loi. Hein. Mais si au lieu de faire ça, puis je prends ça comme exemple, là, on mettait en place, on disait que oui, mettons qu'on reprend l'exemple de M. Turp, hein, qu'on voulait le développement humain et durable, peut-être durable et humain. Moi, j'aurais tendance à inverser l'importance de ces deux éléments-là. Hein. L'écologie me semble plus importante que même notre bien-être en tant que personne. Je ne veux pas dire que notre bien-être n'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement allé loin d'un point de vue de destruction écologique là, que c'est peut-être plus pressant à faire ça qu'adresser certains de nos problèmes sociaux eux-mêmes. T'sais. Bon, peut-être en termes de priorité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger le social, je suis en train de dire que l'écologie, pour moi, ce serait la priorité numéro 1. Mais donc, si on met un développement durable, trait d'union humain, là, puis on peut peut-être inverser les termes selon les perspectives, hein, il est quand même louable aussi de mettre devant le développement humain, on pourrait, hein, après avoir énoncé cette idée-là dans la Constitution, se dire, là, on va définir ce qu'on entend par le développement humain, puis on va définir ce qu'on entend par le développement durable, et ces normes-là définies, hein, vont s'imposer à la production législative. Par exemple, on pourrait se dire, numéro 1, hein, au Québec, on doit déterminer ce que l'écosystème peut supporter comme présence humaine et comme activité et comme production économique humaine, comme pollution, entre guillemets, etc., hein, comme externalité. Numéro 2, hein, l'État ne pourra pas, avant d'en arriver à ce niveau-là, augmenter le niveau de destruction écologique.
et puis donc on ne pourra pas empirer la chose. Donc toutes les décisions de l'État doivent être prises dans le sens de laisser les choses telles qu'elles sont au pire et au mieux diminuer les choses. Et si on mettait ces deux idées-là qu'on exprimerait de manière concise et puis bien expliquée dans la Constitution, là, on mettrait en place un cadre constitutionnel qui va dire aux élus, là, oui, vous êtes élus, mais c'est ça que vous allez faire, puis si vous ne le faites pas, vous allez les lois que vous allez adopter ou les décisions que vous allez prendre vont être cassées devant les cours de justice, parce que ça va être anticonstitutionnel. Fait qu'autrement dit, on se doterait, là, à ce moment-là, pour prendre cet exemple-là, d'un outil qui permette de mettre d'une certaine manière, on peut espérer qu'on aurait des meilleurs élus, mais qui permettrait de mettre une chemise de fer pour s'assurer qu'on va dans une certaine direction si la société sent que c'est nécessaire d'avoir une mesure rigide et dure comme celle-là pour s'assurer d'aller dans cette direction-là. Et donc, sur d'autres enjeux aussi, on pourrait de la même manière approfondir. Par exemple, sur le mode de scrutin, il y a des gens qui disent qu'on ne devrait même pas mentionner le mode de scrutin dans une constitution ou le type de mode de scrutin. Mais ce qui est absolument clair, c'est que dans le régime que je suis en train de vous proposer, non seulement on pourrait mentionner, mais on pourrait même détailler un tout petit peu. Je ne dis pas rentrer d'en faire un projet de loi puis la coller à la Constitution, mais je dis détailler un peu qu'est-ce qu'on veut dire par, mettons, proportionnel et préférentiel si on suit l'idée d'une préférentielle aussi. Mais au moins détailler ce qu'on veut dire par proportionnel. C'est quoi les balises minimales de ça? Et donc, le champ du constitutionnel aurait potentiellement la possibilité de s'élargir. Ça ne veut pas dire que ça va se passer rapidement tout de suite, ça ne veut pas dire que ça va même se produire, mais il y aurait la possibilité que ce champ-là s'élargisse. Par exemple, pour prendre un autre exemple, prenons les institutions régionales ou municipales qui figurent à l'ordre du jour du groupe Constitution. Là, c'est compliqué. Parce que ça peut changer vite, ces questions-là. Puis là, justement, ce serait peut-être intéressant de définir un peu plus qu'est-ce qu'on a comme idée, sans aller trop loin pour donner une certaine malléabilité, mais sans non plus renvoyer tout ça au gouvernement par la loi qui va décider pour nous. Et donc, on pourrait donner une direction, puis avec le temps, en réalisant cette direction-là est bonne ou non, préciser la chose ou la modifier ou la confirmer si ce qu'on a mis là initialement était correct. Et donc, un autre élément essentiel, excusez, là, du projet que je suis en train de vous proposer, c'est que, en fait, l'Assemblée constitutionnelle, on pourra le dire de la manière suivante, l'Assemblée constitutionnelle va décider de qu'est-ce qui est constitutionnel ou non. Et si elle décide d'approfondir certains sujets comme ça, du fait qu'il y a un référendum sur la question, puis c'est elle qui l'a proposé, cet objet-là va devenir constitutionnel. Puis donc, ça va ouvrir la porte à pouvoir sur les grandes orientations de l'État qui soit plus clair au niveau du document constitutionnel lui-même. Il y a bien sûr une question qui se pose peut-être à ceux qui m'écoutent dans leur esprit, qui vont se dire, mais là, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on ne soit pas inondé de référendums? Et là, j'aimerais remercier un ami qui m'a donné la solution, qui s'appelle Vincent. Je vais le nommer de prénom sans nommer son nom de famille. Mais Monsieur Vincent, puis moi, mon nom, jasait de cette idée-là. Et puis, il me dit, évidemment, je l'appelle Vince, c'est mon bon ami. Puis, il me dit, pourquoi ne pas, dans le projet que tu proposes, mettre un jour du référendum? Comme on a un jour de l'élection, 4 ans, on va voter aux élections. Là, on pourrait avoir un jour du référendum, puis dans cette journée-là, il pourrait y avoir différentes propositions. S'il y en a plusieurs, par exemple, on pourrait avoir un jour du référendum aux 4-5 ans. Mettons qu'aux 5 ans. Puis donc, à tous les 5 ans, il y aurait, disons, quelques propositions qui auraient été formulées par l'Assemblée constitutionnelle qui se retrouveraient là à ce moment-là. Fait que ce serait une journée séparée de l'élection où on se pencherait juste sur ces questions-là, mais on peut les rassembler puis les regrouper dans une journée spécifique pour qu'on n'ait pas à envoyer les citoyens devant l'Assemblée,
au référendum à chaque fois que l'Assemblée constitutionnelle décide ou suggère un changement. Hein. Puis ça limiterait donc, ça serait juste efficace de faire ça. Ça limiterait les coûts, mais ça serait aussi efficace. En revanche, je pense qu'il faut laisser le loisir à l'Assemblée constitutionnelle si elle sent que c'est nécessaire de convoquer une assemblée, de convoquer un référendum immédiatement. Hein? Dans la mesure, il faut la laisser libre pour ça, mais j'en ferai une recommandation très forte. Hein, d'avoir un jour du référendum comme ça, et je ferai de l'autre possibilité une exception à cette règle-là. Hein. Je ne sais pas si on devrait mettre ça dans la Constitution elle-même, d'avoir un jour du référendum, mais ça me semblerait à propos. Hein, ça me semblerait approprié, de mettre ça dans la Constitution. Et de cette manière-là, on va se permettre d'avoir un système qui est efficace. Si on regarde la Suisse, hein, où il y a l'initiative populaire, qui est un mécanisme dont je ne parlerai pas ici, mais qui est ressemblant vaguement à ce que je suis en train de proposer, là-bas, essentiellement, un groupe peut demander un changement légal, constitutionnel, et puis cette idée-là va au référendum. Parlons, mettons, de changement légal. Là. Et quand ça se fait, bien, il y a un référendum sur cette question-là. Ce qui fait qu'il y a plusieurs référendums en Suisse. Donc, au pire, ça existe, puis ça fonctionne. Hein? Mais au mieux, il vaut mieux aller plus loin et faire quelque chose de plus systématique. Puis aussi, en faisant ça, de donner plus d'intérêt pour les citoyens d'aller voter ce jour-là, d'une certaine manière. En ce sens que s'il y a, mettons, 2 ou 3 référendums par mandat de 4-5 ans, hein, ça va être, à un moment donné, on va peut-être se tanner un peu d'y aller, mais là, s'il y a une journée du référendum où on va prendre les grandes décisions sur les grandes orientations de l'État, hein, ben là, ça va être intéressant d'aller voter. Et ceci pour dire qu'il y a moyen d'organiser ça, encore une fois, de manière rationnelle pour que ça soit fonctionnel. Et bon, on pourrait peut-être une petite mention pour mon ami dans la Constitution si jamais on met ça là-bas. Mais ceci pour dire hein, qu'évidemment, c'est dans la délibération, c'est dans le partage des idées que les bonnes idées comme ça ressortent. Bon, je pense que ça peut peut-être clore cette idée-là du champ constitutionnel. Il faut peut-être pas négliger de dire que théoriquement, il n'y a pas de limite à l'approfondissement de ce qui deviendrait constitutionnel ou non. Par exemple, je vais vous donner un exemple que je suis pas avec lequel je pense pas que je pense pas que je sois moi-même d'accord, là, mais supposons que l'Assemblée constitutionnelle se disait le mode de scrutin c'est très 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 important finalement parce que c'est essentiel sur comment, hein, ou du moins, supposons qu'elle se disait en fait que la loi électorale c'est tellement important. Hein, je ne suis pas en train de suggérer ça, mais c'est un exemple un peu fictif là. Peut-être que je peux en trouver un meilleur, en fait. Supposons que cette assemblée-là se disait, en fait, hein, les normes qui définissent l'action de l'État, puis l'orientation de notre société par rapport à l'écologie, c'est tellement important. Supposons qu'on était dans une société un peu qui avait évolué sur la question, là, qui avait finalement réalisé qu'il fallait faire de quoi, là, tu sais. Mais supposons qu'on était dans une été comme ça, hein, cette institution-là pourrait théoriquement se dire, hein, au lieu d'avoir même juste un paragraphe avec l'énoncé des éléments principaux, hein, on va en fait avoir un texte plus long, peut-être même une charte de l'environnement, donc l'équivalent d'une loi qu'on accole à la Constitution, puis qu'on dit, cette charte-là de la nature, de l'environnement, puis de l'écologie, vous l'appelez comme vous voudrez, là, la charte verte peut-être, hein, ça fait partie de la Constitution, puis on va dans le détail un peu plus, encore, que mettre un tout petit peu un paragraphe. Autrement dit, elle pourrait décider d'intégrer cette partie-là dans ses compétences à elle, si elle décide que c'est suffisamment important pour le faire. Théoriquement, l'exemple que j'avais vous donner, mais il est mauvais par rapport à celui-là, c'est qu'elle pourrait faire la même chose pour la loi électorale. Elle pourrait dire, dans le fond, la loi électorale, on sent que c'est mieux que ça soit très bien défini, puis on ne peut pas remettre ça à la loi, puis donc on le prend entre nos mains. Hein. La raison pour laquelle, sur la loi électorale, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée-là, c'est que elle va pouvoir aussi changer les institutions politiques du Québec et donner à une institution citoyenne qui serait tirée au sort, qui ferait partie du législatif, certains de ces pouvoirs-là. Hein. On va pouvoir organiser la chose de manière plus rationnelle là, que d'avoir un référendum si on veut faire un changement essentiellement mineur à la loi électorale. Reste que ça ne change pas toujours, là, ça ne change pas souvent la loi électorale, mais supposons qu'une autre assemblée comme ça n'existait pas, elle pourrait toujours décider de rapatrier ce pouvoir-là puis de l'intégrer parmi dans le champ constitutionnel. C'est pas nécessairement la manière, pour la loi électorale, on s'entend que c'est pas le plus efficace, mais je pense que les exemples sont quand même éclairants sur l'idée
que je suis en train de poursuivre. Hein. C'est que si cette assemblée-là décide qu'elle va aller plus loin, hein, elle a l'option de le proposer. Bien sûr, le peuple, faut qu'il agisse, puis il faut qu'il y appuie ou non. Hein. Puis là, il va y avoir des gens qui vont dire, ben, tu sais, ça va beaucoup trop loin, puis on devrait laisser ça dans le champ de la loi. Puis ça va être un argument contre cette proposition-là. Et donc, il va y avoir un débat plus profond là-dessus. Là. C'est pas comme si l'Assemblée constitutionnelle décide comme un dictateur de ce qui va se passer au Québec. Mais si le peuple, avec son Assemblée constitutionnelle, décide hein, qu'il y a certains sujets qu'on doit approfondir dans la Constitution, comme là, présentement, l'idée de droit et de devoir citoyen, individuel et collectif, on trouve ça suffisamment important pour que ça soit là. Hein. Moi, je me pose quand même une question, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une charte sur l'écologie ou une charte verte dans la Constitution? Ça me semblerait plus approprié, ou aussi approprié, ou du moins d'une égale importance, ou peut-être plus même, que ces autres éléments-là. Et encore une fois, hein, avec une assemblée constitutionnelle en place, c'est pas obligatoire de faire ça, mais on a la possibilité de le faire en cas de besoin. Hein. Et on a aussi la possibilité, une fois que cette charte-là existe, après 200 ans, de se dire, bon, là, on a une société vraiment écologique, et puis c'est trop lourd d'avoir ça présentement dans la Constitution, fait qu'on va le donner à une autre institution, puis ça va être une loi plus régulière. Fait que c'est pas nécessairement dire que ça va être une construction qui peut pas aussi se réduire un peu à certains moments, mais s'il y a nécessité d'approfondir, hein, on va avoir l'opportunité de le faire. Et la logique politique de ça, c'est que si ça s'est décidé par référendum, hein, ça va s'imposer à la production législative qui va suivre et ça va avoir une autre valeur supérieure à la production législative qu'on va qualifier de constitutionnelle, mais c'est dans le mécanisme qu'il y a une différence, bien sûr. Bon, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce qu'il y avait à dire ici. À moins de faire une autre parenthèse dans cette section-ci sur l'Assemblée constitutionnelle, sur les points essentiels, hein, parce que c'est un sujet qui est large. Je ne vous le cacherai pas, là. Je suis hésitant des fois. Hein. Il y a des affaires que j'aimerais peut-être aborder, mais ou du moins qui peuvent... je vais peut-être changer d'idée un peu après, là. Mais essentiellement, hein, pour l'instant, je pense que c'est plutôt ce que j'ai à dire. Hein? Et donc, dans la section 4, on va aborder les points de détail du fonctionnement de l'Assemblée constitutionnelle, qui sont évidemment très importantes, elles aussi. Hein? Là, on a parlé un peu des grandes orientations, hein, des grands principes de comment ça fonctionnerait, mais les points de détail sont très importants parce qu'il y a une incidence là, sur la qualité puis le fonctionnement de cette assemblée-là. Hein. Et puis, il faudra avoir un débat aussi, hein, évidemment, sur ces questions-là. Je vais vous présenter d'une certaine manière mes observations préliminaires, hein, qui sont quand même détaillées puis recherchées, là, mais je suis bien conscient qu'il y a certains de ces éléments-là qui, au fil du temps, vont peut-être devoir être raffinés, changés, modifiés, ou qu'il y aura lieu aussi peut-être d'explorer d'autres alternatives qui ne sont pas celles que j'ai retenues. Hein. Puis, tout ça pour dire que les points de détail ont quand même une grande importance. Il ne faut pas penser que c'est juste du petit détail, c'est à ce moment-ci, ou du moins considérant l'importance de cette institution-là, hein, c'est des détails qui sont importants. Fait que voilà, dans la section 4, on va aborder ces questions-là. Et à moins, bien sûr, qu'il y ait un autre peut-être sujet là, qui mériterait d'être inclus dans cette section-ci, qui me vienne à l'esprit après, pendant mon temps de pause, ou peut-être même plus tard aussi dans mes réflexions futures. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Hein. Peut-être résumer ce qui a été dit, c'est peut-être important. Dans les trois grands points que j'ai traités, hein, il y a l'idée que cette assemblée constitutionnelle-là va engager un dialogue permanent avec la société, hein, et va donc être il y a un terme en anglais qui est foster, hein, va faire en sorte qu'il y ait un débat qui foisonne dans la société. Hein, c'est une drôle de manière de le dire, mais va être un catalyseur du débat sociétal sur les questions politiques. Donc, va nourrir ce débat-là essentiellement en posant les questions, mais en étant aussi un lieu où on reçoit ces observations-là, on les digère, puis on retourne ensuite devant la population pour faire part du fruit de cette digestion-là, puis dans ce processus-là, qu'on en arrive à une production constitutionnelle qui soit de très grande qualité. Hein. Et dans ça, bien sûr, il faut rechercher les points de consensus, hein, dans la population, mais aussi les meilleures idées
qui nous sont exprimées dans la population québécoise ou ailleurs dans le monde, qui peuvent nourrir cette discussion-là et approfondir ces idées-là. Dans le second point qu'on a traité ici, j'ai discuté de comment une assemblée constitutionnelle comme ça permettrait de réintégrer, ou d'intégrer carrément, si on pense qu'elle n'est pas encore là, mais d'intégrer le savoir à la production politique essentiellement, à la production normative, législative dans un État politique, et donc de faire en sorte que le savoir participe d'une certaine manière, ait sa place, puis l'influence qui devrait être la sienne à l'intérieur du système politique. Puis j'ai comparé ça à un système de compromis, de marchandage d'intérêts puis de tiraillage, ce qui est le système électoral présentement, avec des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple, mais qui sont ceux de certains acteurs personnels, privés, qui veulent utiliser l'État à leur propre fin, et qu'il y a bien sûr l'intérêt du peuple qui est là, mais qu'il y a toujours un conflit entre le peuple et ces acteurs-là, et que les institutions que je suis en train de proposer permettraient un petit peu d'écarter ce type de manière de faire là, ou du moins d'introduire à l'intérieur de l'État, un champ de discussion qui soit basé davantage sur la raison. Et ensuite, je fatigue un peu à ce moment, j'oublie ou même ce que j'ai dit dans cette section-ci. Donc, ensuite, on a discuté dans cette section-ci du champ constitutionnel, puis donc de l'extension puis de l'approfondissement de ce champ-là, son amplitude, mais aussi la possibilité de l'approfondir, et qu'il y a plus de choses potentiellement qui pourraient être mises entrer dans ce champ constitutionnel-là que ce qui existe présentement. Autrement dit, le champ constitutionnel sous le régime que je propose évolue et change. Les politicologues sont peut-être plus intéressés à cette donnée-là que d'autres personnes, en ce sens que c'est intéressant de concevoir un État où tu aurais un champ normatif basé sur le référendum qui soit plus important que présentement, puis c'est essentiellement ça qui se produit sous le régime que je propose potentiellement, et que pour bien organiser ça, je pense qu'il est très méritoire de retenir cette idée-là du jour du référendum où peut-être à chaque mandat ou aux 5 ans, la population est invitée à venir se proposer sur les conclusions de cette assemblée citoyenne-là et sur ces propositions qu'elle lui formule, et de décider si elle veut, oui ou non, changer la Constitution telle que cette assemblée-là lui suggère. Il y a peut-être un point, peut-être me permettre de le mentionner en guise de conclusion ici. Dans l'éventualité où, supposons dans 50-100 ans, je ne pense pas que ça va même se produire, mais supposons que dans 50-100 ans, cette Assemblée-là avait bien étudié, fignolé, formulé une constitution de laquelle elle est très satisfaite, puis qu'à un moment donné, elle va s'adresser aux citoyens, à la population, pour leur demander qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre constitution, puis que la réponse, ça soit pas grand-chose. À ce moment-là, une assemblée comme ça aurait le loisir de se dire, dans ce cas-là, on va se mettre en état d'hibernation, puis on va être reconvoqué dans un an, puis là, on va vous reposer la question, est-ce qu'il y a des choses qu'à votre avis, on devrait aborder, puis si on a encore la conclusion que ce n'est pas vraiment nécessaire, qu'on va tout simplement continuer d'hiberner comme ça, entre guillemets, jusqu'à temps que ce soit nécessaire de se repencher sur un débat constitutionnel. Je ne suis pas certain que ça va se produire, mais dans l'éventualité où ça arriverait, ce ne serait pas inintéressant que cette assemblée-là elle aurait de facto la possibilité de faire ça, mais autrement dit, c'est pas parce que c'est une institution permanente qu'elle a l'obligation d'être continuellement en session puis d'être suractif si ce n'est pas nécessaire d'avoir une activité de délibération sur les orientations de la société. La raison pour laquelle je doute fortement qu'on en arrive à un moment comme ça, c'est qu'à mon avis, il serait peut-être toujours sain d'avoir un débat plus profond, mais comme je le disais, étant donné que ça peut s'approfondir, je pense que cette assemblée-là va, en élargissant le champ du constitutionnel, peut-être
tout simplement, entre guillemets, se trouver du travail, si on peut dire. Hein. Il y aurait peut-être un danger là qu'on élargisse trop, mais dans la mesure où cette assemblée-là existe et qu'on peut toujours réviser ce qu'elle a fait, puis qu'elle peut même réduire le champ du constitutionnel, hein, il n'y a pas vraiment un danger qui est si grand que ça. Et c'est certainement un garde-fou important dans un système institutionnel comme le nôtre d'avoir en permanence un lieu de débat comme celui-là. Hein. Si cette assemblée-là décide que la plupart des grandes questions qu'elle voulait traiter sont réglées, hein, puis que c'est satisfaisant qu'on devrait attendre de voir comment la société évolue, puis éventuellement de se repencher sur des questions constitutionnelles plus tard, hein, elle pourra le faire, mais qu'elle soit reconvoquée annuellement ou 2 ans pour se repencher sur la nécessité ou non d'aborder ces questions-là, fera en sorte qu'il n'y aura jamais de blocage constitutionnel majeur comme il existe présentement où nos sociétés n'avancent pas parce que nos constitutions sont faites de manière à ne pas avancer, sont enchâssées. Et donc, ça permettrait là, de s'assurer qu'on n'ait pas ce problème-là. Bien sûr, il ne faut pas oublier de négliger que là, je projette un peu loin dans mes réflexions, hein, puis en revenant un peu dans l'immédiat, il est absolument clair que maintenant, il y a un ensemble de questions constitutionnelles qui se posent et qui méritent un approfondissement plus qu'une simple analyse sur un coin de table, là, et donc que d'avoir une institution comme ça pour, à mon avis, les 50 prochaines années est absolument nécessaire. Hein. Peut-être qu'éventuellement, on va en arriver à une autre conclusion, là, mais que dans l'immédiat, c'est absolument nécessaire et qu'il y aura un mécanisme à l'intérieur du processus que je vous suggère pour éventuellement peut-être changer la manière de fonctionner de cette assemblée-là. Mais il est indéniable, à mon avis, hein, que présentement, on doive mettre en place une assemblée comme ça pour vider un ensemble de questions très importantes qui se posent. Et il ne faut pas oublier non plus hein, que nos sociétés technologiquement avancent très vite et qu'il peut y avoir des enjeux majeurs qui se profilent rapidement et qui arrivent. Hein. Je regarde par exemple la robotique présentement, puis je me dis, ouais, mais cette patente-là, ça va peut-être changer pas mal d'affaires dans notre société. T'sais. Si on réussit à avoir une société plus développée de ce point de vue-là, entre guillemets, là, qu'on développe cette science-là, et là, il va falloir une production législative, mais aussi constitutionnelle, qui viennent mettre les choses au clair, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Hein? Et si on n'a pas d'assemblée constitutionnelle, on va avoir les députés de l'Assemblée nationale puis du Canada qui vont poireauter, puis qui vont juste regarder les choses passer, puis réaliser qu'ils sont en tort, puis que l'industrie est en avance, puis qu'ils n'ont pas de pouvoir, puis que le pouvoir n'est pas entre leurs mains. Hein? Si on a une assemblée constitutionnelle, elle va pouvoir se dire, en partant, là, on va déjà se pencher sur cette question-là pendant que cette technologie-là avance, hein? Et on va commencer déjà à mettre certaines balises, puis on pourra approfondir plus tard si nécessaire pour clarifier les choses. Hein? Et donc, il y aurait c'est un bon exemple, je pense, hein, d'un sujet où d'avoir une assemblée comme ça, et on peut imaginer d'autres choses similaires dans un futur de l'humanité, d'avoir une assemblée comme ça va permettre de se prémunir hein, des problèmes que ça peut causer d'avoir un État mal adapté, comme c'est le cas présentement. Bon, je pense que je vais m'en tenir à ça. Hein? Et puis, dans la section 4, là, aborder les questions techniques et me garder quand même une porte ouverte par précaution là, dans cette section-ci, si jamais j'aimerais aborder un autre sujet plus longuement. Mais j'ai quand même, je pense, fait le tour un peu là, de l'idée générale de la chose, puis je vous ai donné un petit peu plus de jus là, sur c'est quoi cette patente-là d'une assemblée constitutionnelle, puis comment ça fonctionne, puis c'est quoi les subtilités un petit peu aussi à l'intérieur d'une chose comme ça. Il ne faut pas oublier que, bon, là, je suis conscient que je suis allé un peu profondément aussi, hein, l'essentiel reste que, dans une société démocratique, le pouvoir constitutionnel doit être entre les mains des citoyens. Le meilleur moyen, le seul moyen démocratique d'avoir le seul véritable mécanisme démocratique, c'est le tirage au sort. Et donc, que le tirage au sort devrait être le mécanisme utilisé pour constituer une assemblée constitutionnelle et que cette assemblée-là devrait avoir le pouvoir exclusif hein, de proposer des amendements et des révisions à la Constitution et que le pouvoir de changer la Constitution devrait appartenir de toute évidence hein, au peuple exclusivement, hein, à l'exclusion
des élus et d'autres acteurs qui sont dans les pouvoirs constitués et qui donc sont là pour exécuter des décisions et non pas pour prendre certains types de décisions. Et donc, nonobstant là, toute la complexité de ce que je viens de vous dire, l'essentiel du propos, c'est quand même juste ça. C'est que c'est des citoyens réguliers qui doivent avoir le pouvoir constitutionnel parce que la Constitution, c'est les normes les plus importantes de l'État et ce qui est dans les pouvoirs constitués, ce qui est chez les élus, dérive de ça. Et donc, les élus ne peuvent pas avoir ne peuvent pas avoir le pouvoir de changer ces éléments-là parce qu'ils sont eux-mêmes dans un conflit d'intérêts flagrant sur ces questions-là et qu'ils vont nécessairement omettre de mettre en place certains changements, ou s'ils mettent en place certains changements, ça va être des changements de compromis et mauvais pour l'ensemble de la société par rapport à d'autres qui seraient plus excellents pour la société en général. Donc, sur ça, je pense que je vais conclure et vous renvoyer pour les gens intéressés à la section 4 qui va, là où on va aborder dans le détail de comment une assemblée constitutionnelle comme ça pourra fonctionner.